Le Mm. Congo court après le FMI, et ça fait quand même plus de 40 ans, et jamais son économie ne s'est améliorée. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Congo continue finalement à conclure les accords avec le FMI? Mais parce qu'il y a pas de sérieux. En fait, il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent ce comportement des gouvernements congolais. De un, parce qu'il y a la faiblesse des institutions. La faiblesse des institutions, c'est-à-dire que quand des gens vont s'endetter, il y a pas, il y a dans une espèce d'opacité. Il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Parce que dans un pays normal, vous allez vous endetter, mais les projets sont là, vous allez financer tel projet. Ce n'est pas le cas au Congo. Aujourd'hui, si c'est pour boucher les trous, mais ce n'est pas ça une économie efficace. Donc, ils ont opté pour ça. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'ils vont souvent s'endetter sur le marché international, donc notamment avec le FMI ou dernièrement avec les eurobonds. Alors que des pays normaux, même quand ils émettent des obligations, ils émettent auprès des nationaux. Ils vont encore s'endetter. Et les eurobonds, là, c'était une partie, c'est pour financer les anciennes obligations. Voilà, comme qui dit, de façon triviale, on s'endette pour financer les anciennes dettes. En Voilà. fait, ça s'apparente beaucoup plus à une stratégie de la terre brûlée. C'est des gens qui parfois se disent, bah, écoutez, d'un matin à l'autre, les choses peuvent basculer, on va partir, et puis bon, voilà. Nous, on profite du moment où on est encore là, on s'endette, et puis on fait tout ce qu'on peut. Et lorsque vous parlez de la dette pour diversifier l'économie, moi, je pense ici à ce programme de municipalisation accélérée où on a construit des stades dans tous les départements, des palais présidentiels dans tous les départements. Il y a eu même l'hôtel, comment ils appellent ça, Alima Palace, l'aéroport de Lombo. En fait, des infrastructures qui n'apportent rien du tout, justement pour, évidemment justifier le vol, comme qui dirait, en fait, le détournement, c'est ce que ça veut dire, simplement. Oui, Parce qu'on ne non, peut pas comprendre que depuis qu'il est là, ça fait bientôt 30 ans là, on va célébrer les 30 ans, dans une année, qu'on continue à courir après le FMI, on a l'argent. Et dans le même temps, nous avons aussi des ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons quand même le pétrole, nous exportons le bois, les minerais, voilà, nous avons le port, et puis tout ce qui est recettes fiscales aux douanières. Tout cet argent, personne ne comprend où va l'argent et on continue à aller s'endetter, on continue à courir après le FMI. en fait, comment dirais-je, la mauvaise foi de nos gouvernants s'explique par le fait que ces gens-là ne sont pas pour que le Congo évolue, pour qu'il y ait un progrès social, pour améliorer la qualité de vie des populations. Non. Et ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a la possibilité de s'enrichir. Quand vous parlez tout à l'heure des municipalisations accélérées, mais c'était des opérations uniquement pour enrichir les oligarques. Les gens, les opérateurs économiques véreux qui étaient censés construire des stades, des palais, des routes, etc., ne l'ont pas fait. Mais ils n'ont des comptes à rendre à personne. C'est là le souci. Parce que quand vous payez de l'argent à un opérateur et qui n'arrive pas à construire l'œuvre, l'ouvrage qu'il fallait, mais il est poursuivi. Alors que ce n'est pas le cas. Vous verrez bien que la plupart des opérateurs véreux, ce sont les oligarques pour du pouvoir. C'était des opérations pour enrichir les oligarques. Ça n'a rien à voir avec une quelconque construire les infrastructures dans tel ou tel pays, dans tel coin. Non. C'est Et ça le d'ailleurs, problème. oui, pendant que vous le dites, je pense à Jean-Jacques Bouillard qui avait reçu les 136 milliards pour une voie Voilà. imaginaire qu'on n'a jamais vue jusqu'aujourd'hui. Mais monsieur est là, il est tranquille, même pas une ouverture d'une information judiciaire, il n'a jamais été interpellé. On a même entendu à un moment donné Denis Sassou Nguesso lui-même parler des 9 milliards qui sortaient du trésor lui Pour les pour les bourses, étudiants et que oui. donc 6 milliards disparaissaient comme ça chaque année. Personne n'est interpellé. Au bout du compte, comme vous l'avez dit, c'est des gens qui sont là pour toute autre chose que... Et, dire que quand le président Sassou le dit, il connaît qui est-ce qui détourne cet argent. Il connaît, mais il ne fait rien. C'est là le problème. C'est comme je l'ai toujours dit, malheureusement, au Congo, la corruption, c'est le carburant de ce régime.
Bonjour Jess Diamongwanti. Bonjour, mon cher Christian Perrin. C'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous. Merci, économiste engagé, membre de la diaspora patriotique, ingénieur de production dans le domaine bancaire, auteur de plusieurs articles politiques et économiques sur les sites d'information en ligne sénégalaises et ivoiriens. Vous avez en perspective un essai intitulé Au finir avec le déclin du Congo-Brazzaville, diagnostic d'un chaos et voie d'une reconstruction nationale. En tout cas, merci d'être là pour nous parler de l'économie congolaise qu'Anatole Makosso estime avoir désormais une inflation sous contrôle, une dette publique maîtrisée et une croissance économique raffermie. Ce sont là ces mots. On va le suivre. Contrairement au contexte d'il y a 5 ans, les indicateurs économiques, au moment où nous démarrons ce mandat, sont relativement favorables. Un déficit primaire hors hydrocarbures à 9% contre 13,4% du PIB en 2020. La dette publique du Congo a diminué entre 2020 et 2025 en partant de 111,1% du PIB en 2020, 116,14% en 2021, 93,74% en 2022, 97,37% en 2023, 92,31% en 2024 et 92,46% en 2025. De son côté, le ratio de notre dette extérieure a diminué de 26 points, en passant de 63,4% en 2020 à environ 37,32% du PIB en 2025. La dette des traders est en voie d'appurement. Nous sommes passés d'une situation de vulnérabilité extrême, marquée par la présence de la dette toxique des traders, à une dette extérieure maîtrisée et soutenable. L'inflation reste maîtrisée à 2,7%, le solde budgétaire de 8,5% et la balance des paiements excédentaires. La croissance économique s'est raffermie progressivement. Après une récession de moins 6,15% en 2020, le taux de croissance du PIB global est reparti à la hausse. Voilà, Jess Diamongwanti, la toute première question, j'espère que vous l'avez déjà deviné. Quel regard portez-vous sur l'économie congolaise? Alors, je peux dire d'emblée que l'économie congolaise n'est pas encore sortie de l'ornière. Pourquoi? Parce que cette économie est tributaire encore des recettes pétrolières. Parce que depuis que Colina Makosso est Premier ministre, notamment, l'objectif principal était donc de chercher à diversifier l'économie pour que l'économie congolaise soit moins tributaire des recettes pétrolières. Malheureusement, on est encore là. Quand on regarde la part du PIB du Congo, la part du pétrole dans le PIB du Congo qui est encore importante, ça veut dire que l'économie congolaise est encore soumise aux fluctuations du prix du baril du pétrole. Donc, le grand travail qui doit être fait pour qu'on sorte de là, c'est qu'on arrive à diversifier l'économie congolaise et qu'on dépende de moins en moins du pétrole. Donc, ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc on ne peut pas dire que les choses avancent positivement. Ça fait quand même, une dizaine d'années que Colina Makosso est là. Finalement, c'est toujours des paroles, mais les choses n'avancent pas. Merci, Jess Diamongwanti. Bon, probablement qu'ils vont retorquer est-ce que finalement ils sont bien placés pour parler de l'économie congolaise, car je ne sais pas si vous l'avez suivi, Denis Sassou Nguesso, pour lui, le progrès vers le développement se poursuit normalement. Et ceux qui critiquent depuis l'étranger, comme il a dit lui-même, c'est des oiseaux de mauvais augure. C'est une manière de ne pas reconnaître ses efforts. Oui. Mais le développement, ce n'est pas quelque chose qui sort comme ça en l'air. Le développement se mesure sur le terrain. Donc nous avons tous des indicateurs, les indicateurs humains, les indicateurs de développement humain que nous avons, qu'on peut effectivement retrouver facilement. Aujourd'hui, avec l'économie planétaire, avec l'Internet, on peut retrouver dans les données de la Banque mondiale, dans les données de la BAC, dans les données du FMI, et on se rend bien compte qu'effectivement, le Congo n'est pas encore sorti de la situation difficile, notamment le taux d'appauvrissement. Les Congolais sont toujours restés pauvres. Donc, on ne peut pas dire, on peut parler d'un développement alors que les citoyens congolais sont encore plongés dans une pauvreté. Donc, ça, ce n'est pas le développement. Voilà.
Alors, Dias Diamongwa, si vous le savez mieux que moi, que la dette peut servir aussi de levier pour le développement d'un pays. Mais lorsqu'on observe le Congo, puisque aujourd'hui, c'est le cas, peut-être le moment de le rappeler, le Congo est sous un cycle de surendettement, il faut le dire comme ça, chronique. Est-ce que on peut penser que c'est aussi, bon, tout à l'heure vous avez dit le Congo va très mal, l'économie congolaise va très mal, mais beaucoup nous ont retorqué, mais écoutez, lorsqu'on parle de la dette ou du surendettement, tous les pays qui veulent se développer s'endettent. Oui, mais il faut distinguer, il y a beaucoup de situations. Je l'avais déjà dit dans une émission que la dette est un levier important pour une économie, les gens qui sont une économie responsable. Le problème du Congo, c'est que nous n'avons pas une bonne dette. Nous avons une dette toxique qui sert simplement à boucher les trous, alors que normalement la dette peut servir non seulement à soutenir la croissance et même à créer l'emploi. Nous, on s'endette pour s'endetter. On s'endette, par exemple, là, dernièrement, vous êtes au courant que nous avons eu en 2025 930 millions de dollars de eurobonds à un taux de 8,87%. Et en 2026, 850 millions de dollars à un taux de 5%. Alors, c'est quoi exactement les eurobonds? Les eurobonds, ce sont des obligations qui sont émises sur le marché international. Donc, avec un taux et un intérêt justement très important. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que on faisait au niveau de la BAC, quand le Congo s'est endetté à hauteur de 3 000 milliards. Parce que la BAC, c'est notre zone monétaire. Or que quand on va s'endetter avec les eurobonds, c'est sur le marché financier international. Donc, évidemment, pour que vous ayez droit à des eurobonds, il faut une certaine crédibilité. Mais on ne peut pas, comment dire, ternir notre crédibilité pour, pour nous s'endetter. Et alors, je tiens à le signaler, les eurobonds n'ont pas servi à développer l'économie congolaise. Ils ont servi, comme je l'ai dit, à boucher les trous, à payer les obligations, une partie des obligations passées. Tout ça, évidemment, pour rendre la dette soutenable. Mais ce n'est Oui, pas pour pardon, investir. Dias Diamongwa, mais qu'est-ce qui peut donc contraindre un pays comme le Congo-Brazzaville, qui pourtant est très riche en ressources naturelles, à aller, voilà, j'allais dire, adopter cette approche, c'est-à-dire au point d'aller s'endetter, prendre des eurobonds, comme qui dirait. Qu'est-ce qui peut justifier cela ou qu'est-ce qui peut contraindre un pays à cette approche? On n'est pas contraint. Le FMI vient vous proposer. Hein, il ne vous contraint pas. Vous propose. Vous voulez de l'argent, mais nous, on impose telle mesure. Donc, les mesures des FMI, tout le monde le sait. De ce qu'on a appelé les passes des années 70, on a vu que ça n'a pas du tout rendu service à ces États qui ont fait appel au FMI dans les années 70. Parce que quand ils viennent dans un pays, ils imposent d'abord une discipline budgétaire, l'ouverture des marchés, les privatisations, les réductions des dépenses publiques. Tout ça, c'est pour assainir votre économie. Donc, quand ils viennent, de toute façon, le rôle premier, principal du FMI, ce n'est pas de développer les pays. Hein. Son mandat principal est d'assurer, de maintenir la stabilité financière internationale et d'aider les pays qui connaissent des crises au niveau de la balance des paiements. Donc, ils viennent, ils vous proposent des mesures chocs. Si vous acceptez, ils vous donnent l'argent. Il y a des pays qui ont refusé de signer avec le FMI parce qu'ils estiment qu'ils peuvent financer leur économie sur fonds propres. Oui, mais C'est tout le monde contre le le... sait. Pardon, Jess, de vous couper comme ça. Le Congo court après le FMI et ça fait quand même plus de 40 ans et jamais son économie ne s'est améliorée. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Congo continue finalement à conclure les accords avec le FMI? Mais parce qu'il y a pas de sérieux. En fait, il y a un certain nombre d'éléments qui expliquent ce comportement des gouvernements congolais. De un, parce qu'il y a la faiblesse des institutions. La faiblesse des institutions, c'est-à-dire que quand des gens vont s'endetter, il y a dans une espèce d'opacité. Il n'y a pas de suivi. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Parce que dans un pays normal, vous allez vous endetter, mais les projets sont là, vous allez financer tel projet. Ce n'est pas le cas au Congo. Aujourd'hui, si c'est pour boucher les trous, mais ce n'est pas ça une économie efficace. Donc, ils ont opté pour ça. Et en plus, ce qui est grave, c'est qu'ils vont souvent s'endetter sur le marché international.
Donc, notamment avec le FMI ou dernièrement avec les eurobonds. Alors que des pays normaux, même quand ils émettent des obligations, ils émettent auprès des nationaux. Hein? Vous êtes peut-être au courant que le Japon est l'un des pays les plus endettés du monde, avec 230% de taux d'endettement par rapport au PIB. Mais pourquoi le Japon n'a pas de problème? Parce que l'endettement du Japon, c'est auprès des institutions bancaires japonaises et auprès des privés japonais et en monnaie locale. Alors que nous, on s'endette en règle générale, là, c'est avec le dollar, là, les eurobonds, c'est en dollars, c'est libellé en dollars. Bon, les 3 000 milliards dans des bons qui ont été émis au niveau de la BAC, c'est en francs CFA. Mais là, les derniers eurobonds, les émissions des eurobonds, c'est en dollars. Donc, ce n'est pas pour... il y a une certaine fragilité au niveau de l'économie. Et vous verrez bien que le service, d'ailleurs lui-même Makosso l'avait dit, Kouliné Makosso l'avait dit, que le service de la dette est resté important. Parce que quand vous vous endettez en monnaie étrangère, évidemment, il faut donc rembourser le capital et puis il faut aussi rembourser les intérêts. Donc, du coup, ça pèse même ça réduit la marge de manœuvre des gouvernants. Voilà, Mais c'est ça. lorsqu'on fait recours, pardon, aux eurobonds, parce que, disons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Congo n'a plus accès certainement à d'autres institutions où on pouvait s'endetter à des taux normaux, comme d'habitude. On est obligé de faire recours aux eurobonds. Alors, tout à l'heure, je vous posais la question. Le Congo, c'est quand même un pays assez riche. Nous avons le pétrole, le bois, les minerais, je ne cesserai de le rappeler. Et le FMI pouvait avoir confiance, je crois, au Congo. C'est une garantie, au moins pour le Congo, pour aller s'endetter même à des taux normaux. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'accepter de recourir aux eurobonds? Vous parlez de 8% d'intérêt. Quelqu'un d'autre nous parlait autour de 9, 13%. Bon, de toute façon, le gouvernement congolais n'est jamais transparent sur ces questions. En fait, alors je vais vous dire une chose. Le domaine financier ou les sciences économiques, ce n'est pas un amas de calculs mathématiques. C'est une science qui se repose sur un élément fondamental qu'on appelle la confiance. Vous voyez bien, même quand vous avez des ménages qui n'arrivent pas à maîtriser leur budget, ils vont s'endetter. Par exemple, au niveau de la France, il y a ce qu'on appelle les crédits revolving qui ont des taux de 30-40%. Alors que tu peux aller contacter un crédit normal, peut-être à 1, 2, 3%. Comme le Congo est un pays à risque, effectivement, avec les eurobonds, vous verrez que le taux d'intérêt est très élevé. Parce que c'est un pays à risque. C'est cela. Quand il n'y a plus de confiance, évidemment, Pourtant, vous allez... j'ai entendu dire le ministre des Finances que le Congo avait regagné sa confiance sur le plan international. Voilà. Oui, Dites, c'est un pays à oui. risque. Malheureusement, cette confiance est hypothéquée en allant faire encore des emprunts au niveau des eurobonds. C'est-à-dire qu'ils ont une confiance, au lieu d'assainir l'économie, ils en profitent pour aller, le peu de confiance qu'ils ont, pour aller s'endetter. En fait, c'est cela leur problème. Quand on dit que vous êtes devenu crédible et tout, au lieu d'investir sur d'autres domaines, notamment au niveau de la diversification de l'économie, eux, ils préfèrent encore s'endetter parce qu'on leur dit, vous avez gagné un peu de crédibilité. C'est là le problème. C'est le cercle vicieux. Vous vous endettez parce que vous avez fait des efforts pour rendre un peu votre dette soutenable. Et quand vous avez gagné cette crédibilité, au lieu d'investir dans les domaines porteurs, par exemple l'industrialisation, la diversification de l'économie, non, ils vont encore s'endetter. Et les eurobonds, là, c'était une partie, c'est pour financer les anciennes obligations. Voilà, comme qui dit, de façon triviale, on s'endette pour financer les anciennes dettes. En Voilà. fait, ça s'apparente beaucoup plus à une stratégie de la terre brûlée. Il y a des gens qui parfois se disent, bah, écoutez, d'un matin à l'autre, les choses peuvent basculer, on va partir, et puis bon, voilà. Nous, on profite du moment où on est encore là, on s'endette, et puis on fait tout ce qu'on peut. Et lorsque vous parlez de la dette pour diversifier l'économie, moi, je pense ici
à ce programme de municipalisation accélérée où on a construit des stades dans tous les départements, des palais présidentiels dans tous les départements. Il y a eu même l'hôtel, comment ils appellent ça, Alima Palace, l'aéroport de Lombo. En fait, des infrastructures qui n'apportent rien du tout, justement pour, évidemment justifier le vol, comme qui dirait, en fait, le détournement, c'est ce que ça veut dire, simplement. Oui, Parce qu'on ne non. peut pas comprendre que depuis qu'il est là, ça fait bientôt 30 ans là, on va célébrer les 30 ans, dans une année, qu'on continue à courir après le FMI, on a l'argent. Et dans le même temps, nous avons aussi des ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons quand même le pétrole, nous exportons le bois, les minerais, voilà, nous avons le port, et puis tout ce qui est recettes fiscales aux douanières. Tout cet argent, personne ne comprend où va l'argent et on continue à aller s'endetter, on continue à courir après le FMI. En fait, comment dirais-je, la mauvaise foi de nos gouvernants s'explique par le fait que ces gens-là ne sont pas pour que le Congo évolue, pour qu'il y ait un progrès social, pour améliorer la qualité de vie des populations. Non. Et ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a la possibilité de s'enrichir. Quand vous parlez tout à l'heure des municipalisations accélérées, mais c'était des opérations uniquement pour enrichir les oligarques. Les gens, les opérateurs économiques véreux qui étaient censés construire, construire des stades, des palais, des routes, etc., ne l'ont pas fait. Mais ils n'ont des comptes à rendre à personne. C'est là le souci. Parce que quand vous payez de l'argent à un opérateur et qui n'arrive pas à construire l'œuvre, l'ouvrage qu'il fallait, mais il est poursuivi. Alors que ce n'est pas le cas. Vous verrez bien que la plupart des opérateurs véreux, ce sont les oligarques proches du pouvoir. C'était des opérations pour enrichir les oligarques. Ça n'a rien à voir avec une quelconque construire les infrastructures dans tel ou tel pays, dans tel ou tel coin. Non. C'est Et ça le d'ailleurs, problème. oui, pendant que vous le dites, je pense à Jean-Jacques Bouillard qui avait reçu les 136 milliards pour une voie Voilà. imaginaire qu'on n'a jamais vue jusqu'aujourd'hui. Mais monsieur est là, il est tranquille, même pas une ouverture d'une information judiciaire, il n'a jamais été interpellé. On a même entendu à un moment donné Denis Sassou Nguesso lui-même parler des 9 milliards qui sortaient du trésor lui, Pour pour les les bourses, étudiants. Et que oui. donc 6 milliards disparaissaient comme ça chaque année. Personne n'est interpellé. Au bout du compte, comme vous l'avez dit, c'est des gens qui sont là pour toute autre chose que... Et dire que quand le président Sassou le dit, il connaît qui est-ce qui détourne cet argent. Il connaît, mais il ne fait rien. C'est là le problème. C'est comme je l'ai toujours dit, malheureusement, au Congo, la corruption, c'est le carburant de ce régime. Donc, ils savent bien qu'aujourd'hui, on peut voler au Congo, on ne risque rien. C'est pour ça que même au niveau de l'endettement, tout à l'heure, peut-être on va aborder le chapitre des préfinancements, on verra que c'est le même fonctionnement. Dans l'opacité, les gens s'enrichissent alors que le pays entier, les Congolais s'appauvrissent. L'oligarchie s'enrichit et le niveau de vie des Congolais ne fait que baisser. Voilà. Les Congolais n'ont plus accès aux services publics les plus essentiels, les hôpitaux, l'école, etc., etc. Simplement parce que l'argent est détourné par les oligarques. Et c'est qui détourne l'argent. Voilà. Évidemment, vous parliez tout à l'heure des préfinancements pétroliers. Parlons-en. Le Congo-Brazzaville, tout le monde le sait, à un moment donné, s'était engagé à ne plus faire recours à ces méthodes. C'était devant le FMI, on se souvient encore, pour restructurer évidemment sa dette et assurer une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques. Malheureusement, le constat qu'on fait maintenant, le Congo fait de plus en plus recours, évidemment, à ces pratiques, donc le préfinancement pétrolier. Je voulais savoir avec vous, quels pourraient être ou quels sont les risques de cette stratégie à court, Non, les stratégies, moyen c'est et long encore. terme? À long terme, à long, moyen terme, c'est encore endetter le pays. C'est encore endetter le pays. Et quand le pays est endetté, il y a des soucis au niveau de financement de l'économie. C'est-à-dire que on nous parle toujours de la diversité économique. Vous ne pouvez pas diversifier votre économie si vous n'avez pas les moyens de le faire. Parce que vous êtes coincé par le service de la dette. Donc, c'est cela l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, une économie, un pays pour investir doit avoir des marges de manœuvre.
C'est-à-dire que le pétrole aurait pu desserrer ses contraintes, les recettes pétrolières auraient pu desserrer ses contraintes pour qu'on finance des secteurs publics, par exemple les hôpitaux, l'école, etc., etc. Malheureusement, le service de la dette vient, si vous voulez, axifier un peu l'économie congolaise. Simplement parce qu'il y a l'opacité, code d'opacité. Hein. Oui, mais pardon, Jess, il y a eu des enquêtes, hein, je crois, menées par Global Witness, hein, si j'ai bonne mémoire, qui révélaient que finalement, à un moment donné, le Congo vendait le même pétrole à plusieurs partenaires. Mais en fait, dans le cas du partage de production, il y a une part de pétrole, effectivement, que Qui revient au Congo, tout à fait, oui, mais qui est ils vendent ça à plusieurs voilà, partenaires au même moment. par la SNPC. Donc, comme la SNPC ne peut pas commercialiser, finalement, on fait appel à donc, j'ai envie de dire, les oligarques qui ont créé des sociétés écrans. C'est ceux-là qui se chargent donc de la vente du pétrole congolais. C'est-à-dire qu'ils achètent le pétrole congolais au prix qu'ils Comme veulent et ils Genvor revendent. et Trafigura, Genvor, Voilà, on va voilà. parler de... Ils revendent le pétrole au prix du marché et le reste, ils mettent dans les sociétés écrans, dans les paradis fiscaux. Et finalement, on se demande, mais comment le Congo est riche? L'argent du pétrole va où? Parce que ça reste dans les paradis fiscaux, puisque géré par ces oligarques qui ont créé, donc on les connaît, les Lucien Ebata, on connaît les Bruno Ito. Rodolphe Adada, Lucien, Voilà. comment on appelle ça, Lucien Ebata, oui, Rodolphe Adada, vous avez Jean-Jacques Bouya, vous avez Ondongo, Gilbert Ondongo, Voilà, tout à Denis fait. Donc, Christian Sassou Nguesso lui-même aussi est cité, dans le scandale de Panama Papers, vous avez, ils sont nombreux comme ça, Jean-Bruno, Richard et toi. Mais curieusement, les mêmes personnes continuent à entourer Denis Sassou Nguesso. Mais oui, mais parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, que le carburant du régime congolais, c'est ça, c'est la corruption. Ils sont tous des gens corrompus. Donc, ça se tient, c'est comme dans une mafia, c'est une grande mafia. Ça se tient. Tu ne peux pas trahir l'autre parce qu'il sait que toi... D'ailleurs, dans un discours en Lingala, ça avait dit, c'est parce que, bon, maintenant on a beaucoup... Sinon, je peux dire là, parmi tous là, un tel avait volé tant, un tel avait volé tant, un tel a volé... Donc, il les connaît. Il les connaît, mais pourquoi il ne le fait pas? Comment voulez-vous qu'un pays progresse si les malfaiteurs sont là en train d'opérer en toute quiétude? C'est là le problème. Ah. C'est vraiment le problème. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Je vais vous proposer donc, mesdames, messieurs, de suivre cet extrait où Denis Sassou Nguesso, en fait, il s'exprimait en lingala, bien entendu, pour dire, ben voilà, n'eût été voilà, mon statut de président, je vous aurais cité un tel autre, a volé ici, un tel autre a fait ci, je les connais tous. On va le suivre et on revient sur le plateau. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc honte aux voleurs, honte aux corrupteurs et honte aux corrompus. Yes, Diamungwanti, Denis Sassou Nguesso connaît ses voleurs, comme qui dirait Ali Baba et ses 40 voleurs. Ben oui, il les connaît tous. Alors, je veux plutôt qu'on revienne encore sur justement les subtilités de la dette. Hein, de façon générale, aussi bien notamment au Congo. J'ai envie de dire que ce qui compte tant, ce n'est pas le niveau de la dette, mais plutôt la structure de la dette. C'est-à-dire qu'on peut prendre deux économies qui sont tous les deux endettées à hauteur de 100% du PIB, mais une s'en sort, l'autre ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que quand on prend par exemple l'économie congolaise, avec un taux d'endettement autour de 100%, malheureusement, si vous avez des maturités courtes, par exemple 2 ans, et des taux d'intérêt variables, et quand votre dette est libellée en monnaie étrangère, ce pays-là peut connaître des risques. Alors que quand vous avez
100% du PIB, avec des maturités longues, par exemple 20, 30 ans, années, avec des taux d'intérêt fixes en monnaie nationale, c'est une économie qui peut performer. Pourtant, vous avez tous les deux, vous avez le même niveau d'endettement. Tout à l'heure, je vous ai pris le cas du Japon, qui est endetté à hauteur de 230%. Mais comme le Japon est endetté en yens, en monnaie locale, et endetté auprès des banques japonaises et des particuliers japonais, le Japon, il reste quand même la troisième économie mondiale. Et je veux aussi dire quelque chose au niveau justement de qu'est-ce qui explique ces performances japonaises. C'est-à-dire que quand le Japon émet des obligations, quand ils veulent par exemple construire un hôpital et une école, le gouvernement émet des obligations. Vous verrez bien, vous pouvez le vérifier. Hein. Les obligations au niveau du Japon sont rémunérées au maximum à 2%, 0,1%, 1%. Et les particuliers japonais qui achètent des obligations, ce sont des patriotes. Ils le font, ce n'est pas pour l'enrichir, mais ils veulent aider le gouvernement à construire, par exemple, une école, à construire des hôpitaux. Ce n'est pas pour s'enrichir. Alors que les obligations, les titres d'obligations qui ont été émises au Congo, là, qui étaient autour de 10%. Oui, c'est ce que j'allais savoir avec vous vous, parce verrez qu'à un bien moment que, donné, voilà, pardon, au Congo, on a émis des obligations comme ça, on a vu comment. Bon, voilà, tout après, on à nous a fait. jamais rendu compte comment ça s'est passé, qui avait Voilà. souscrit. Et vous verrez bien que, effectivement, qu'il y a eu beaucoup d'oligarques congolais qui avaient des milliards cachés dans les tombes ou ailleurs, qui ont sorti cet argent pour acheter des titres obligations et se faire rémunérer à moyen terme à hauteur de 10%. En sorte, Donc, ça un fait augmenter, blanchiment de capitaux, c'est ça? tout à fait, et en même temps, ça fait augmenter l'endettement du pays au profit de ceux qui mettent le pays à genoux. C'est ça ce qui est dangereux dans le système congolais. C'est-à-dire que c'est eux qui mettent le pays à genoux, mais c'est eux qui tirent profit de l'endettement du Congo. C'est cela. Donc le tout, je répète, ce qui est important, ce n'est pas le niveau de l'endettement, mais c'est la structure de la dette. Voilà. Alors, Dias Diamongwansi, on est presque vers la fin de cette émission. Mais quand j'ai suivi Anatole Kolinémakosso présentant évidemment son programme général du gouvernement, abordant bien sûr la question de la dette, il a fait savoir que finalement, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, la dette est maîtrisée. Il a réussi donc à réduire la dette. Parce que il y a 5 ans de cela, le Congo est endetté à hauteur, disons, la dette du Congo représentait, la dette publique bien entendu, représentait, bon, lui parle de 90%. Bon, après, ce sont des chiffres, des statistiques qui varient tout le temps, on ne comprend pas. Déjà, devant le Parlement, donc devant les sénateurs, il avait déclaré, c'était le 22 juin 2024, que je vais proposer tout à l'heure à nos téléspectateurs, on va le suivre. Il parlait d'une dette qui représentait entre 88 et 90%. Vénérable sénateur, oui, nous devons garder l'espoir. Nous devons rester optimistes. Les résultats sont encourageants car les derniers indicateurs qui m'ont été communiqués montrent que par rapport au produit intérieur brut, le taux d'endettement qui était à 116% maintient sa tendance baissière et tourne aujourd'hui autour de 88 et 90% du taux national du PIB, du produit intérieur brut. En ce temps-là, le Congo était endetté à hauteur de 8 milliards 500 millions voilà, de francs CFA. Et là, dernièrement, quand il fait son discours, il dit la dette a été réduite. Mais quand je vérifie au niveau des chiffres, je me rends compte que nous sommes autour de 9 200 et quelques 9 000 milliards 200 et quelques millions. Et là, on parle de la dette qui représenterait 92%. Je précise encore, c'est que je l'ai suivi, c'était en 2022 sur TV5, je crois, où il parlait de la dette qui était à hauteur de 98%.
Ouais. Plus tard, il parlera de 94%. Donc, en fait, je voulais comprendre avec vous pourquoi ces variations finalement. Et lorsqu'on va vérifier sur les sites officiels de certaines institutions, on se rend compte qu'il est loin des vraies statistiques. Est-ce que il fait exprès de venir annoncer ces chiffres parce qu'il sait que les Congolais ne vont pas contredire, ou il est dans un milieu, un environnement où il n'y aura jamais de contradicteur devant, ou c'est lui qui n'a pas la maîtrise, évidemment, de ces statistiques? En fait, c'est un phénomène qui peut s'expliquer. C'est-à-dire que le stock de dette peut augmenter et avoir un pourcentage par rapport au PIB qui est important. Parce que la dette, c'est le rapport dette-PIB multiplié par 100. C'est-à-dire que quand on dit qu'une économie est endettée à hauteur de 100% du PIB, ça veut dire que la dette est égale au PIB. C'est-à-dire qu'on met la dette sur le PIB. Je rappelle ici, le PIB, c'est l'élément fondamental qui mesure l'activité économique d'un pays. C'est-à-dire les richesses créées dans le pays pendant une certaine période. Généralement, c'est un an. Donc, quand on rapporte la dette sur les richesses créées, quand la dette égale à la richesse créée, on a 100% d'endettement. Parce que c'est dette sur PIB multiplié par 100. Quand on dit le pays est endetté à 100% du PIB, ça veut dire que la dette est égale au PIB. Donc, vous pouvez avoir le stock de dette qui augmente, mais avoir un pourcentage du PIB qui réduit. S'il y a eu beaucoup de recettes, c'est-à-dire que quand le pays a créé beaucoup de richesses, vous pouvez avoir un stock de dette important, mais le taux par rapport au PIB qui est faible parce que vous avez eu beaucoup de recettes. Le pays a créé beaucoup de richesses cette année-là. Donc à ce moment-là, Oui, ben c'est là que Anatole Collinet Makosso se vante, se félicite. Mais est-ce que réellement, au Congo, on a eu à créer des richesses? Non, mais je l'ai toujours dit, le taux de croissance du PIB du Congo est tout simplement, exclusivement généré par la valorisation de la rente pétrolière. Un pays, vous verrez bien, dans des pays développés ou même d'autres pays d'Afrique, si vous arrivez à 3 ou 4% de taux de croissance, il y a le plein emploi. Hein. Le chômage est réduit. Vous verrez qu'au Congo, on peut arriver jusqu'à... Il y a des moments où on est passé jusqu'à plus de 10% de taux de croissance, mais les Congolais sont toujours au À chômage. 2 chiffres. Voilà, mais les Congolais sont toujours au chômage parce que le secteur pétrolier est pauvre en création d'emplois. Donc, c'est un taux de croissance qui n'est pas inclusif. C'est-à-dire que l'argent rentre dans le pays, malheureusement, les emplois ne sont pas créés. Simplement parce que le domaine pétrolier est un domaine capitalistique. C'est-à-dire qui a besoin de capitaux, mais qui n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre. C'est celui-là. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une croissance au Congo. Mais pourquoi les Congolais sont au chômage? Effectivement, ça se situe là. Pour éviter ça, d'autres pays pétroliers, vous verrez dans les pays du Golfe, ont beaucoup diversifié l'économie. Vous verrez par exemple l'Arabie Saoudite ou Émirats, le taux du pétrole dans le PIB, c'est autour de 15-20%. Alors que nous, le pétrole représente au moins 90% des recettes d'exploitation. À peu près plus de 50% au niveau du PIB. Donc, ce qui fait que notre économie reste toujours tributaire du pétrole, des produits pétroliers. Donc, est-ce que cela veut dire que le taux qu'il présente souvent, évidemment, lorsqu'il parle de 90%, 92%, c'est en fonction de la fluctuation du marché pétrolier, c'est ça? Quand il y a des recettes pétrolières importantes qui contribuent énormément dans la construction de notre PIB, vous verrez bien que, effectivement, le ratio baisse. On peut avoir un stock de dette qui est très important, et étant donné qu'il y a eu beaucoup de recettes pétrolières, vous verrez que le pourcentage du PIB baisse. Voilà, donc c'est l'explication. Mais malheureusement, ce n'est pas, une baisse vertueuse, parce qu'elle est simplement due à la valorisation de la vente pétrolière. Elle n'est pas due aux dynamiques entrepreneuriales endogènes, c'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises qui créent des emplois sains.
Parce que quand une petite et moyenne entreprise est en forme, ils recrutent simplement parce que les commandes augmentent et ils recrutent. Ce n'est pas dans le cas pétrolier. Donc voilà pourquoi tous, depuis très longtemps, Collier Makosso parle de la diversification, mais ils n'arrivent pas à diversifier l'économie. On en est toujours là. Je l'ai démontré la dernière fois que la part de l'agriculture dans le PIB n'est pas du tout importante, alors qu'ils disent que la croissance du Congo est tirée par l'agriculture. C'est faux, archi faux. La croissance du Congo est tout tirée par le pétrole. Et tant qu'on sera là, à ce niveau-là, tant que l'économie congolaise sera toujours tributaire du pétrole, il n'y aura pas réduction du chômage, il n'y aura pas l'amélioration de la qualité de vie des Congolais, il n'y aura pas réduction de la pauvreté. C'est-à-dire que c'est ce que j'avais évoqué, d'ailleurs les économistes s'appellent le syndrome hollandais. C'est-à-dire que bon, le secteur pétrolier, il y a de l'argent qui rentre dans le pays, mais il y a des poches de pauvreté qui restent dans le pays. Parce que la croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, la croissance économique n'est pas inclusive. C'est-à-dire inclusive, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Il y a des répercussions à tous les niveaux, tous les pans de l'économie. C'est celle-là qui est inclusive. Or, on n'est pas à ce niveau-là. Voilà, Dias de Mungwanti, nous sommes à la fin. Alors, parlons de votre essai qui va paraître bientôt là. Je rappelle donc le titre, En finir avec le déclin du Congo-Brazzaville. C'est un diagnostic que vous avez fait du chaos et vous proposez en fait une reconstruction nationale. Quels sont finalement les thèmes qui ont été abordés dans cet essai? Alors, on a toujours dit l'art est difficile, la critique est aisée. Donc, dans cet essai, j'ai vraiment consacré une large partie au diagnostic. Pourquoi ça ne marche pas au Congo. Effectivement, un peu les problématiques qui ont été posées ici, en dépit du fait que c'est un pays pétrolier et le Congo n'évolue pas. Donc, j'ai consacré une large partie au diagnostic. Et la deuxième grande partie, ce sont les propositions. Comment sortir, effectivement, le Congo de ces difficultés. Donc, j'ai abordé tous les aspects, les aspects économiques, les aspects sociologiques, et proposer des pistes sérieuses en tenant compte, effectivement, des théories à l'ordre du jour. Donc, c'est un essai qui va sortir d'ici la fin de l'année. Mais une véritable sortie des sentiers battus pour proposer des solutions iconoclastes sur tous les plans. Donc, quand il sera sur le marché, je demanderai à tous les Congolais amoureux du Congo de s'en procurer parce que toutes les solutions sont là. Voilà. Merci Dias Diamongwansi. Ce que je retiens, c'est que si les dettes, en fait, la dette congolaise ne profite pas aux Congolais, c'est simplement parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la corruption est généralisée, les détournements de fonds publics, mauvaise gestion. La faiblesse des institutions, c'est ça qui est important. La faiblesse des institutions. Si tant est que ce sont des institutions, bien entendu. Non, mais attendez, mais comme l'avait dit Barack Obama, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Quand vous avez des institutions qui fonctionnent, il n'y aurait pas de détournement au Congo. Tu voles, on te met en prison. Vous avez vu ce qui se passe dans les pays développés. Ici en France, il y a les anciens présidents qui portent des bracelets. Tu voles, on t'arrête. Ce n'est pas le cas au Congo. On connaît plus de 5 Congolais qui ont détourné plus de 6 000 milliards. Les noms sont connus. Mais il y a un autre qui circule librement là, dans Bouzidane. Donc, malheureusement, ils sont là en train de narguer les Congolais qui sont plus méritants qu'eux. Malheureusement, on en est là. C'est-à-dire que tant que les institutions seront vampirisées par celui que vous connaissez, le Congo ne s'en sortira pas. Il faut des institutions fortes. Il faut des juges indépendants. Il faut une administration correcte, forte. Regardez un pays comme le Sénégal. Au Sénégal, quand il y a une élection, tout le monde sait que les résultats ne sont pas contestables parce que c'est l'administration qui est là, qui est forte, qui fonctionne depuis très longtemps. Voilà. Vous verrez bien que la plupart du temps, ce sont les présidents sortants qui sont battus. Parce qu'il y a une administration qui fonctionne correctement, comme dans les pays développés. Chez nous, ce n'est pas le cas. L'administration ne fonctionne pas. Le ministre de l'Intérieur vient, il proclame des résultats faux. Et voilà, tout le monde sait que ce sont les résultats faux. Et quand il y a l'élection législative, tout le monde sait que les députés sont nommés. Par qui, vous savez. Voilà.
Donc là, simplement parce que l'administration ne fonctionne pas correctement. Les institutions sont faibles. Le travail important des Congolais doit être mené dans ce domaine-là, dans cet axe-là. Voilà. Voilà, il faut sauver le Congo. En tout cas, merci Christian Mungwansi d'avoir été encore avec nous sur R7 et d'avoir répondu à toutes nos questions surtout. Merci beaucoup, M. Christian, et à très bientôt. Merci, je vous en prie, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette émission. Aidez-nous donc à promouvoir ce numéro, partagez autour de vous, vos amis, parents, pourquoi pas, connaissances, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation économique du Congo-Brazzaville. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.